Bon, je vais commencer, si vous voulez. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, vraiment le privilège de recevoir Olivier Boulay, un grand designer pour moi. J'ai un grand respect pour vous. C'est gentil. Bonjour, monsieur Boulay. Bonjour, rebonjour. Franchement, votre parole est rare. Vous êtes vraiment, vous n'êtes pas média, parce que vous êtes un homme d'action pour moi. Vous faites des choses, vous êtes dans l'action. C'est pour ça que vous passez pas votre temps à aller faire des interviews à droite à gauche. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup. Vraiment, Ouais. depuis que j'étais petit, je voyais tout ce que vous avez fait, les dessins, je les ai toujours avec moi, de la W140, de W140, et pour moi, votre nom, c'est incroyable. Et j'ai suivi un peu votre parcours, de ce que vous avez fait, etc. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour vous. Donc, merci, encore une fois, de m'accorder ces quelques minutes. Donc, on avait un petit souci de connexion, mais on fait avec le système D. Donc, en fait, l'interview, ça va être 3 chapitres. Donc, vous allez vous présenter, qui est Monsieur Boulay, votre parcours. Après, deuxième chapitre, nous parler. On veut être la souris dans le bureau de la conception de la W140 et coupé 140. Tout ce que vous savez, les souvenirs. Je sais que c'est un modèle parmi des centaines de tout ce que vous avez fait, mais voilà. Après, on va conclure, petite conclusion avec des questions-réponses parce que j'ai posé, pour préparer l'entretien, j'ai demandé aux passionnés de poser des questions. Donc, j'ai pas mal, beaucoup de questions. Donc, on va clôturer avec ça et on va parler avec votre projet d'école. Donc, le projet d'école, malheureusement, il a tourné court parce que le directeur de l'école, on voulait faire un programme. On va peut-être commencer avec ça. On avait, à côté de chez moi au Portugal, il y avait une école de design et quand le gars m'a rencontré, il était tout excité. Ah oui, on devrait faire une branche automotive design, etc. Et c'était pendant le Covid. Et pendant le Covid, je me suis amusé à mesurer ces locaux. Et j'avais fait une maquette très détaillée de ce qu'on aurait pu faire, avec salle pour les designers, les machines-outils, la salle de modelage, etc., etc. Et puis, on voulait faire un programme de 5 ans avec licence et double master. C'est-à-dire qu'on partageait, on avait 3 ans à l'école de Cascais, près de Lisbonne, et ensuite... Donc oui. Oui, donc on voulait faire ce programme de 5 ans, 3 ans au Portugal et 2 ans avec l'école de SDS qui s'appelle, qui a un nouveau nom, qui se trouve à Nice, où ils font un double master avec le développement durable, etc. Et au début, tout allait bien. On avait fait le planning, le programme et tout, avec les professeurs d'un endroit et de l'autre. Et puis, à la dernière minute, le directeur de l'école portugaise s'est retiré parce que, en fait, il voulait pas faire les démarches nécessaires auprès de l'éducation nationale portugaise pour obtenir le statut de licence pour les étudiants au bout de 3 ans. Et c'était quand même un peu brutal. Mais tout ça parce qu'il ne voulait pas faire de démarche, ces questions. Il ne voulait pas faire de démarche, voilà. C'était un gros feignant. Voilà. Donc, on a laissé tomber avec grand regret, mais c'est comme ça. C'est dommage parce que ça aurait été un endroit idéal pour les étudiants, parce que le cadre est magnifique et surtout le coût de la vie est beaucoup moins cher. Et puis de passer d'un pays à l'autre comme ça aurait été assez enrichissant. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment dommage, franchement. Oui, c'est très dommage. Oui. Vous avez une vision du design qui quand même rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous me dites, vous êtes mieux placé pour dire, parce que moi, quand je vois les designers d'aujourd'hui, je vois plutôt des designers derrière les écrans. On parle déjà, on a vu des soucis d'ordinateur. On a déjà dit qu'il y en a trop aujourd'hui. Même dans les voitures, ils sont derrière l'ordinateur avec un casque. Et j'ai l'impression, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les voitures les constructeurs nous sortent des modèles l'un derrière l'autre, ils se ressemblent toutes. C'est ça. Je vois pas, en fait,
J'ai l'impression que c'est, aujourd'hui, on a la même ordinateurs. J'ai l'impression que le design aujourd'hui ne fait rien. Je sais pas si c'est... Ben, c'est un peu ça, parce que, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'autrefois, on avait des stylistes qui avaient une certaine éducation, et puis, enfin, moi, je me souviens quand je regarde justement des vieilles images de Paul Braque, de Bruno Sacco chez Mercedes, ils étaient toujours très bien habillés, avec costume cravate, les autres en blouse blanche. Il y avait une certaine classe, et puis c'était très très organisé. Et aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Allez voir comment s'habillent les gens chez Mercedes aujourd'hui. Ça fait pas Mercedes, hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on dessine à la main et qu'on fabrique à la main, il y a une discipline, des méthodes de travail très précises et qui sont aussi qui ont hérité de toutes les expériences et traditions du passé aussi. Parce que, par exemple, quand on taillait une maquette, on a ce qu'on appelle les courbes, les sweeps, tout ça, etc. Mais avec l'ordinateur, on n'a plus ça. Et puis, quand on faisait, par exemple, un dessin grandeur nature sur un mur, physiquement, c'était éprouvant, mais quand on avait le résultat final, on avait une sorte de satisfaction personnelle. Et c'était toujours très beau, parce qu'un dessin, ça a toujours quelque chose, fait à la main, ça a toujours quelque chose de très émotionnel, de plus sensible. Un dessin par ordinateur, c'est froid. Et y a pas, c'est pour ça que j'ai toujours dit, les voitures d'aujourd'hui n'ont pas d'âme. J'ai l'impression que c'est peut-être à cause de ça. Elles n'ont pas d'âme, elles n'ont pas d'émotion. Et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'autrefois, quand on concevait une voiture, on avait aussi à faire non seulement des designers qui avaient une vue d'ensemble, mais aussi des ingénieurs qui avaient une vue d'ensemble. Moi, j'ai eu cette chance de démarrer ma carrière avec un très très grand ingénieur qui s'appelait Rudolf Rouschka, qui a été le bras droit de Ferdinand Porsche quand il faisait la coccinelle pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Panzer Tiger et tout le bazar. Et après, il a été le grand patron technique de Alfa Romeo pendant des années. Et quand je l'ai rencontré, j'étais à Turin à IDEA Institute au début de ma carrière. Et il était consultant et on s'est pris d'amitié. Et il venait tout le temps dans mon bureau parce qu'avec lui, j'apprenais à concevoir une voiture. Et c'était un véritable architecte, ingénieur de la voiture. Il avait fait l'Alfa Sud, sa dernière voiture, et elle faisait 3,99 m. Et je lui ai demandé, mais pourquoi elle fait pas 4 mètres? Et il me dit, parce qu'à 4 mètres, quand tu prends le ferry, tu passes dans la classe supérieure, tu payes plus cher. Incroyable. Il savait tout. Et cette voiture, l'Alfa Sud, à part le fait qu'il s'est fait un peu tricher dans le dos par les Italiens pour la qualité du métal parce qu'elle rouillait un peu vite, c'était la maladie. C'était une voiture absolument remarquable au niveau conception. Et encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs packages qu'on ait sur la route. Elle avait une place pour les jambes inouïe devant et derrière, un coffre profond, on pouvait mettre 4 valises. Elle a inventé la trappe à ski pour rentrer les skis en longueur à l'intérieur de la voiture, tout simplement parce que lui aussi allait skier. Donc il a fait un petit peu pour lui-même la voiture. Il a fait pour lui, il avait mis un moteur boxer à plat pour avoir un centre de gravité très très bas, et il avait même prévu la version 6 cylindres 4 motrices. Peut-être le V6 Busso à l'époque, peut-être. Il était très 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 en avance sur son temps et très visionnaire. Alors c'est ce que je voulais dire, on avait à l'époque des ingénieurs, un des grands ingénieurs qui, d'ailleurs, Rouschka lui a enseigné quand il était petit comment concevoir des voitures, c'était Ferdinand Piëch. Incroyable. Et ça, c'était la classe d'ingénieurs qui avait une vision du produit total, du premier boulon jusqu'au dernier. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a pas un ingénieur, on n'a que des spécialistes. Un pour les poignées de porte, un pour le pot d'échappement, un pour le châssis, un pour ci, un pour ça. Mais ils n'ont pas de vue d'ensemble. Non. Et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, les voitures sont un peu livrées dans les mains des designers qui eux-mêmes sont tombés dans le piège du stylisme pour le stylisme. Parce qu'en fait, le métier d'un designer, c'est un double métier. On est à la fois architecte du produit, c'est-à-dire designer, et on est styliste pour l'habiller. Mais aujourd'hui, on n'a que des stylistes.
on est tombé dans le cosmétique à outrance, et toutes les voitures se ressemblent. Elles sont Oui. les unes les autres. Ils mettent du chrome un peu partout, mais sans fonction, sans finesse. C'est un peu comme une machine à laver, hein, pour les rendre luxueuses, on rajoute une baguette de chrome, etc. Et c'est un peu pauvre. Et en plus, ils sont devenus un peu feignants, ils s'assoient derrière leur chaise, ils mettent leurs écouteurs, ils sont derrière leur ordinateur, et ils ne se parlent plus entre eux. Et moi, par chance, j'ai toujours eu cette... quand j'avais démarré ma carrière, et tout le temps d'ailleurs, j'ai toujours eu des équipes où on se parlait. Et on rigolait. Et l'ambiance. L'ambiance. Et c'est souvent dans l'humour, d'ailleurs, qu'on avait les meilleures idées. Oui. Voilà, en rigolant. Et on arrivait à les imposer et à les faire passer. Donc ça, je plains les designers d'aujourd'hui. À mon avis, quand on rentre dans un centre de design automobile, aujourd'hui, on rentre dans une église. Personne ne se parle, c'est calme, on entend les mouches voler. Et il n'y a plus d'échange. Il y a très peu d'échange. Donc, si on revient à vous, monsieur Blais, qui vous êtes, si on revient avant votre rencontre avec Rodolphe Rouchka, je pense que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui vous a marqué, je pense, dans votre... C'était un de mes mentors. Ouais. Ah oui. Donc, avant votre rencontre, qu'est-ce que vous avez fait comme cursus, d'où venez-vous Déjà, depuis gamin, j'ai toujours aimé tout ce qui roule. Bon, toujours été passionné de bagnole, de ci et de ça. Et très vite, j'ai toujours voulu être designer automobile, mais en France, il n'y avait pas l'école à l'époque. Ah ouais. Et je me souviens, quand il y avait le conseil d'orientation après le bac, j'étais allé voir un conseil d'orientation et la bonne femme me demande qu'est-ce que vous voulez faire. Je dis voilà, designer automobile, styliste automobile. Et elle appelle sa collègue, elle dit c'est quoi? Josette, c'est quoi styliste automobile? C'est pas connu, ils savent pas du tout ce que c'est. Bref, petit à petit, avec un ami anglais d'ailleurs, qui m'avait pointé une école en France d'architecture et de graphisme, maître de Penningen à Paris, j'ai commencé par l'architecture. Et je le regrette pas parce que, du coup, toute ma carrière, j'ai mélangé architecture et design automobile. D'abord, une voiture, c'est une architecture sur 4 roues, mais j'ai aussi construit des design centers. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir faire les deux choses en même temps, dès le début, presque dès le début. Donc, j'ai fait donc 5 ans à maître de Penningen où je suis sorti avec un master, et ensuite j'ai fait le Royal College of Art à Londres. D'accord, ok. C'était ça. Je me suis battu pour obtenir un sponsorship pour Renault qu'ils m'ont donné, mais ils m'ont donné vraiment un tout petit salaire. Et ils venaient jamais me voir, d'ailleurs, Renault. Ils m'avaient payé ses études, mais ils venaient jamais me voir, alors que tous les autres étudiants, leurs sponsors venaient les voir régulièrement. Sauf qu'ils s'intéressaient à moi aussi. Et à la fin j'ai fait qu'1 an. Et j'ai obtenu le master au bout d'1 an. Je suis le seul à avoir obtenu le master au bout d'1 an. Normalement, il faut 2 ans. Incroyable. Et quand, à la fin de cette année, quand j'ai présenté mes maquettes pour obtenir ce master, Renault était ravi, etc. Et ils pensaient que j'allais travailler chez eux. Sauf que PSA m'avait proposé un poste beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux payé. Et je leur ai dit, je suis désolé. Alors, ils l'ont très mal pris chez Renault, évidemment. Mais j'avais pas de contrat qui disait que je devais travailler pour eux suite au sponsorship. Bref. J'ai donc travaillé, alors c'est très rigolo parce qu'ils PSA m'a envoyé dans les bureaux de style avancé de Talbot qui se trouvaient à Coventry. Mais j'avais déjà dès le début une maison
de fonction, une voiture de fonction, et je pouvais utiliser l'avion privé de PSA entre l'Angleterre et la France. D'accord. Et ma femme était mariée, j'étais marié, et elle habitait à Paris, et elle travaillait comme journaliste chez Citroën. Ah. Voilà. Donc, on faisait les va-et-vient les week-ends en avion, sans payer un rond. Et vous avez quel âge à l'époque pour avoir... Oui, j'étais jeune, j'avais quoi, 25, 26 ans, pas plus. Oui. Oui. Malheureusement, alors quand j'avais fini mon diplôme au Royal College of Art, j'avais eu à peu près une douzaine d'offres d'emploi. Et donc c'était très délicat parce que c'était difficile de choisir. Mais non, j'avais opté pour PSA et malheureusement dans le premier trimestre à Coventry, bien que le boulot était très intéressant, l'ambiance était affreuse parce que c'était l'époque où Talbot allait très mal. Les ingénieurs de Citroën et Peugeot qui venaient de temps en temps sur place s'engueuler, mais d'une manière odieuse. J'avais jamais vu ça. Il y avait une ambiance pourrie. Est-ce que j'ai une question un peu... Moi, à l'époque, mon père avait une Talbot. J'ai l'impression que c'est Peugeot qui a tué Talbot ou c'était vraiment... Bien sûr, était vraiment... bien sûr. Ah oui, d'accord. Oui, ils ont tué Talbot. Oui, ils ont fait des... Talbot, c'était le symbole du luxe à la française. Ils en ont fait des boîtes à savon. Alors, c'était criminel, bien sûr. Et d'ailleurs, si je me permets, c'était elle, ils avaient prévu la 309 pour Talbot au départ. Oui. Ça aurait peut-être fait envoler Talbot, mais elle l'a tué. Oui, mais il n'y avait pas d'ambition. C'était. Puis il y avait une drôle d'ambiance. Je me souviens à Coventry, les Anglais étaient un peu feignants. Quand dans le studio, les modeleurs étaient très gentils, mais on arrivait le matin à 8h, ils faisaient leur tasse de thé. Ils lisaient le journal, ils n'arrivaient pas avant 10h sur la maquette. À 10h30, il y avait à nouveau la tasse de thé. Et enfin bref, on avait travaillé qu'une demi-heure le matin, et après c'était le repas de midi, et l'après-midi, rebelote. Et le vendredi, ils disparaissaient tous à midi pour aller au club. Alors, avec ça, on pouvait pas aller très loin. Non, ça c'est clair. Après, il y avait des tricheurs qui siphonnaient parce que parfois ils avaient le droit à une voiture pour le week-end. Et alors dans le parking, ils allaient siphonner l'essence d'une grosse Talbot Agora et se le revendaient sur des voitures plus petites comme l'Horizon, etc. Enfin, c'est affreux. Affreux. Donc, et entre-temps, les Italiens, IDEA Institute, n'arrêtaient pas de me rappeler parce qu'ils voulaient absolument que je vienne, etc. Et c'est là que au bout de 3 mois, j'ai laissé tomber PSA et je suis allé en Italie et c'est là que j'ai rencontré Rouchka. Rouchka, ouais. Voilà. Donc là, j'ai travaillé 1 an et demi. Et c'était l'époque où il y avait... alors moi, je m'occupais des extérieurs et des intérieurs s'occupait Walter De Silva, qui a été plus tard le patron du design de Seat et ensuite de Volkswagen. Et Walter De Silva était un Italien assez émotionnel qui supportait pas que Rouchka vienne tous les jours dans mon bureau. Parce que Walter De Silva, il faisait beaucoup de théâtre, mais il n'avait jamais fait une maquette de sa vie. Ah oui. Il faisait beaucoup de blablabla. Et du coup, il le prenait mal. Il m'a rendu un peu la vie difficile. Et ensuite, j'ai décidé de quitter IDEA et j'ai pris l'offre de Porsche à Weissach. Et là, j'ai eu 3 années absolument fabuleuses chez Porsche. On a commencé sur la groupe B 959. Wow. Ensuite, celle de Paris-Dakar que j'ai faite pour Jackie X. Wow. La 964, la 993, le cabriolet 944. Enfin, il y a beaucoup d'autres projets et je leur ai construit je leur ai fait l'architecture de leur cantine et bibliothèque et bureau de la direction à Weissach. Donc j'avais toujours les mains pleines de travail. C'est des projets incroyables. Moi, j'ai la chair de poule à vous parler des Jackie X, des groupes B, c'est des choses qu'on n'entendra plus jamais. Donc j'ai eu 3 années avec une équipe qui était très internationale et qui était dirigée par Anatole Lapine à l'époque. J'ai passé 3 super années. On a même travaillé sur le cockpit d'Airbus A320, parce que c'est Porsche qui l'a dessiné.
Et d'ailleurs, c'était très rigolo parce qu'on avait plein d'anecdotes là, avec les ingénieurs, 16 pilotes et ingénieurs d'Airbus qui venaient nous rendre visite régulièrement. Il faut savoir que les Airbus, quand ils sont construits à Toulouse, ils partent à vide ensuite pour se faire équiper en Allemagne des sièges, de l'intérieur, etc. Donc on avait fait un deal. Il nous avait dit, si vous voulez du vin, on vous amène du vin. Donc l'avion est parti à vide avec plein de caisses de vin pour nous. Oh. Et puis ils l'ont délivré dans le studio. On savait pas où les mettre. Alors on les mettait sous les bureaux. Et le patron de Weissach, Helmut Bott, qui descend un jour nous rendre visite et qui regarde le studio et qui dit, mais qu'est-ce que c'est de toutes ces caisses? Et un de nos chief designers, Richard Soderbergh, dit, vous inquiétez pas, c'est de la clé, c'est de l'argile pour faire les maquettes. Oui, c'est ça. Il n'était pas dupe, il a dit, la souris dans le coin, il est remonté. Incroyable. Donc, on avait une ambiance absolument fabuleuse. C'est ça qui faisait cette, comme vous l'avez dit, c'est l'ambiance, on se parle, on fait des choses. Et on faisait des blagues de dingue. Mais on se marrait comme des fous. Mais on travaillait très, très dur aussi. Il y avait toujours un moment de détente assez extrême et en même temps, on travaillait très dur. Et à l'époque, c'était qui, c'était déjà Ferry Porsche ou c'était son fils? Oui, c'était Ferry Porsche. Oui, c'était Ferry Porsche le patron à l'époque. Oui. Et il y avait Schultz comme directeur de Porsche, mais il y avait Ferry Porsche aussi au-dessus. Et Helmut Bott était le patron du centre Weissach de recherche et développement. Et là, on est dans quel, c'est quoi les années? 80... C'était en 84, ça. 84. De 84 à fin 86, oui. Et un jour, je reçois une lettre de Mercedes. Donc, alors, j'habitais à Leonberg, c'est-à-dire Leonberg, c'est exactement entre Mercedes, Sindelfingen et Weissach. Et je reçois une lettre comme quoi il serait intéressé de m'avoir comme designer. Et alors, je vais au rendez-vous et c'est là que je tombe sur professeur Galisendorfer et son acolyte Pfeiffer. Et je monte mon dossier, ils étaient ravis, etc. Et après, on parle salaire. Alors évidemment, si je change, je monte un petit peu. Oui, normal. Mais comme ce sont des Schwab, et les Schwab, c'est pire que les Auvergnats, ils ont décliné parce qu'ils me trouvaient trop cher. Oh, ouais. Bon. Et quelques semaines plus tard, je vais au salon de Turin et je tombe sur Bruno Sacco. Ah. Et je lui remercie de l'offre, mais je dis ça n'a pas marché parce qu'apparemment je suis trop cher. Alors Bruno Sacco me regarde, il me dit est-ce que vous êtes libre lundi? Je lui dis je peux m'organiser. Alors il me fixe un rendez-vous dans son bureau et je représente mon dossier, etc. Et en quelques minutes, on a fait un compromis financier. Direct, il n'a pas cherché à comprendre. Bien sûr. Et quelques mois plus tard, j'étais chez Mercedes, voilà. Et Anatole Lapine de Porsche l'a très bien pris. Il était très fier d'avoir un de ses designers embauché chez Mercedes. Ouais, oui. Je m'entendais très bien avec Anatole Lapine. Bien qu'on ait eu parfois des goûts différents, mais ça fait rien, on avait beaucoup de respect. Et vous parlez avec Bruno Sacco en anglais à l'époque ou c'était déjà allemand? Non, je lui parlais un peu en allemand et un peu en anglais parce que quand j'étais chez Porsche, la troupe était plutôt américaine, anglaise et allemande. Donc on parlait plus souvent anglais qu'allemand chez Porsche. Et mon allemand, en fait, je l'ai vraiment réappris chez Mercedes. Voilà. Mais c'est passé sans problème. Voilà. Et donc ensuite, et alors mes premiers projets chez Mercedes, ça a été la C140. Ah, la C140, la fabuleuse. Ouais. Et parce que la S-Class était déjà commencée, et après j'ai enclenché sur la S-Class. Oui, voilà, celle-là. Et en fait, je menais les deux choses en parallèle. Il y avait la S-Class et la C140. Et je travaillais beaucoup avec professeur Galisendorfer, qui était ravi de m'avoir finalement, et qui passait tous les matins à mon bureau et on regardait les dessins, etc., etc. Ils ont été choisis pour faire la voiture. Donc là, en 88... Oui, c'est ça.
D'accord. La V12, ouais. Alors ça, c'est une voiture qui a une histoire intéressante, la S-Class, parce que c'est une voiture qui a été faite au moment où le mur de Berlin tombait. Et elle a eu du succès en Asie et aux États-Unis, mais très peu en Europe, parce que le climat social de l'Allemagne avait complètement changé. Elle apparaissait comme voiture arrogante, trop grosse et massive et qui ne rentrait plus dans les canons de l'époque, puisque ce mur de Berlin, la réunification des deux pays, tout ça a amené les gens à penser d'une manière un peu différente. Donc ça a été un peu pénible. Et ça a beaucoup traumatisé Mercedes, ça. Pourquoi ? Parce que c'est quand même la voiture qui rapportait le plus d'argent. Et se louper sur la S-Class, pour eux, c'était quelque chose qui a été traumatisant. Mais c'est bien vendu dans les autres pays, en France. Tout à fait. Il n'y a que l'Allemagne ou... En France, oui, c'est surtout l'Allemagne qui a pêché, oui, mais bon, c'était le cœur quand même du produit. Hein. Mais aux États-Unis, en Asie, c'est bien vendu. Dans les pays asiatiques, ah oui, ça c'est... et le Middle East, etc., hein, se vendait. Hein. Donc, ce qui explique que la S-Class 220, ensuite, a beaucoup maigri. C'est ça, on va en parler, mais... On est passé d'un extrême à l'autre. Ouais. Parce que ça les a tellement traumatisés qu'ils ont changé tous les plans pour celle qui devait suivre. Et la S-Class 220, c'est une voiture élégante, jolie, mais qui n'a pas de présence, n'a pas de souveraine. Elle n'est pas souveraine, quelque part. Donc, et alors, tout ça, ça va ensuite avoir un impact sur la Maybach, plus tard. Parce que quand j'ai fait la Maybach au départ, c'est une idée que j'avais initiée, hein, qui n'existait pas chez Mercedes. Au moins, je voulais faire une grosse Mercedes de luxe. Et parce que comme j'avais monté le studio au Japon, oui, alors il faut que je reprenne un peu le fil. Déjà, on va revenir déjà sur les dessins là, parce que la Maybach, ça j'ai déjà prévu un chapitre parce que l'histoire est incroyable. Mais déjà, oui. quand vous êtes arrivé la W140, vous l'avez dessinée, elle était déjà il y avait des... Oui, en développement, oui. Donc là, vous dessinez, Bruno Sacco vous appelle, vous dit, je prends votre dessin, comment ça se passe en fait Elle était commencée, cette voiture. Oui. Elle était déjà très massive, je l'avais dit, elle est peut-être un peu massive, mais il voulait quand même absolument avoir ce flanc très simple avec les doubles vitres qui soient flush avec la carrosserie, etc. Et en fait, ils m'ont demandé un petit peu de l'affiner, quoi. Et c'est vous, est-ce que là, par exemple, on a toujours critiqué la 140 comme elle n'a pas d'épaulettes. Et là, vous l'avez dessinée, on dirait qu'il y a des épaulettes, en fait, pour casser ça, ils l'ont fait, ils ont décidé de le faire, en fait, sur la C140. Ils l'ont gardé sur la C140, ça c'est vrai. Mais pas sur la W140. Pourquoi, vous savez pas? Non, parce que la W140 était, à l'époque, plus avancée que la C140. Ah. Voilà. Donc, ils étaient peut-être déjà un petit peu bloqués avec tout ce qui est machinerie, stamping, etc. Et vous l'avez toujours dessiné avec des grosses jantes, ça, je trouve ça... Ah oui, parce que, alors, ils avaient quand même des roues un peu petites pour ce genre de voiture. Même sur la C140, dites 16 pouces, c'est quand même... Ouais. Et très vite, les gens qui l'ont acheté, ils changeaient tout de suite les routes, ils mettaient des AMG, hein. Oui, parce que c'était une option. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont commencé les essais avec du 15 pouces, qui était déjà trop petit, mais elle tenait pas la route, donc ils sont passés à 16. Mais vous l'avez toujours dessiné, ça c'est incroyable chez vous. Pour alléger la voiture. Ah, pour alléger, d'accord. Oui, sur le plan esthétique, si les roues sont plus grandes, ça allège un peu la carrosserie. Ah, ça c'est une bonne chose. Et puis c'est pas une petite voiture quand même, hein. C'est pas... C'est une grosse. Alors, c'est vrai que les dimensions de cette voiture étaient quand même assez extrêmes, parce que je me souviens d'avoir conduite la version V12 à Tokyo. Ouais. Et quand je voulais mettre mon bras sur la coudoir, il était un peu loin de moi. Je ratais toujours la coudoir.
Ouais, elle était Mais incroyable. bon, sinon, c'est une sacrée bagnole, hein. Et l'arrière, en fait, vous avez fait aussi quelque chose que j'ai remarqué avec un petit pot d'échappement. On dirait et AMG avait fait des Ouais, versions avec pot. Et vous l'avez dessiné avec. Vous voulez avoir les pots d'échappement. oui, Voyons. ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Oui, parce que je pense que, mais ça, c'était parce que c'était peut-être la version V12, ça, je Ouais. sais plus. Ouais, oui. Ah bah oui, quand même, Non, quand on a c'était un la V12. 500, celle-là. La 500, oui. Ah Sur ouais, la la V12, V12, excusez-moi, non, c'est V12. ouais. Donc ça, c'est. Et puis après, j'avais commencé aussi la C-Class. Ah, la 200, après la Deux, Baby Benz, la la 201, 202. 202, pardon, oui. Voilà. Et c'est moi qui ai initié ces phares en coin derrière. Et je voulais, pour qu'il y ait une harmonie avec la gamme, je voulais avoir le même type de phare sur la C140. Ah, Et d'ailleurs, sur les dessins, on le voit. ouais, c'est vrai, sur celui-là. Voilà, on le voit. Et Pfeiffer, qui était plutôt chef des modeleurs, mais qui voulait jouer au designer, a imposé des phares différents à l'arrière. J'étais un peu déçu parce que ça manque d'homogénéité entre l'avant et l'arrière. Et racontez-nous l'anecdote qu'on m'avait dit sur le monsieur, là. Je vous avais dit... C'est Miami Vice. C'était l'époque de Miami Vice. Et je me suis dit, ça lui irait bien. Ouais. C'était marrant, en fait. Vous dessinez, en fait, la voiture, mais tout ce qu'il y a derrière, même à l'intérieur, on voit des petits détails. Oui, oui. Et... Voilà. Donc ça, c'était pour la C140 et la S-Class. Et juste, parce que là, on est sur le chapitre. Est-ce que vous vous souvenez qu'elle était censée normalement sortir en 89? Oui. Est-ce que, enfin, d'après ce qu'on a lu, moi, toutes les recherches que j'ai compris, c'est que parce que BM avait sorti déjà un V12 sur la E32 et un prototype V16. Ah oui. Et ce que j'ai compris, c'est que Bruno Sacco, déjà à l'époque, n'avait pas voulu de voir de version courte. Donc on lui a demandé de faire une version longue. Que la version... non, les deux versions. Sur la S-Class. Oui. Oui. Il y a l'empattement court et l'empattement long, oui. Mais au départ, Bruno Sacco ne voulait plus d'empattement court. Oui. Donc est-ce que le décalage de la sortie de 140 en 91, c'est dû au fait que Mercedes ne... Parce que c'est BM, elle a fait le prototype V16, et voulait aussi faire un V16, un gros V12, tout, faire quelque chose de plus... Vous vous souvenez des petits... Moi, non, de cette histoire d'empattement, je me souviens plus très bien. Mais par contre, je me souviens d'une chose. Oui. C'est que quand BMW était venu avec sa nouvelle série 7, oui, quand on ouvrait le capot, le moteur était magnifique. Ah, il avait été entièrement dessiné. Et on avait mis la S-Class à côté, et on avait les deux capots ouverts, et la BM, c'était super clean, bien ordonné, et la S-Class, c'est comme si on avait jeté une grenade dans le capot moteur et tout avait éclaté. Et là, ça les a bougés, ils se sont dit, il faut travailler. Ça a peut-être créé un peu de décalage, parce qu'il y avait du travail à faire là-dessus. Hein. Il fallait refaire... C'est peut-être ça, ouais. De refaire, retravailler un peu. Ah oui, oui. C'était impensable de sortir la S-Class avec un moteur aussi chaotique et moche, même s'il marchait bien. Alors que BM venait avec un moteur super clean, super... D'ailleurs, je félicite BMW d'avoir fait ça, parce que autrefois, les moteurs étaient toujours très beaux. Hein, on parlait de Bugatti, de Talbot, tout ça. C'était des œuvres d'art. Mais là, il fallait faire quelque chose, surtout dans cette gamme. Mais regardez aujourd'hui les voitures. Regardez les moteurs. On est à nouveau dans des choses hyper compliquées, chaotiques. Circulaire, rien à voir. C'est couvert de plastique à droite et à gauche. Ce sont des caches-misères. Et à réparer, c'est une catastrophe. Pour les mécaniciens, c'est affreux. Les accès aux pièces sont extrêmement compliqués, donc ça coûte cher en heures
en main d'œuvre. Et c'est là aujourd'hui, c'est une catastrophe. Quand je conduis, j'ai 2 voitures anciennes ici. J'ai une Alfa Romeo Touring Spider de 1957, Wow. une des toutes premières, et j'ai une Lancia Flavia de 1966. Quand on est au capot moteur, c'est simple, tout est clean, très facile d'accès, Très beau. facile à réparer. C'est une Rolex. Ouais. Et aujourd'hui, mettez les doigts dans un moteur, c'est dur. Oui. Et alors, juste une question. Parce que, pourquoi? Parce que vous, on va parler de votre parcours au Japon. Pourquoi Mercedes, AMG, parce qu'à l'époque, il y avait pas encore, Mercedes n'a pas encore acheté AMG. Pourquoi il y a eu que des versions AMG destinées pour le Japon et pas pour les autres pays? Parce que c'était le marché qui le prenait le plus. C'était, alors justement, ça rejoint ma carrière, parce que moi, en 1989, un jour, je reçois un coup de téléphone d'un chercheur de tête et qui me parlait d'un poste éventuel au Japon. Ah bon, de chief designer. Mais il m'avait pas encore dit la marque. Et je le rencontre à l'aéroport, on discute, et il me dit que c'est Subaru. Et Subaru, c'est une marque sur le plan technologique très très intéressante, un peu comme Porsche, moteur boxer 4 roues motrices, mais par contre, ils étaient moches. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui leur redessine leur voiture principale, qui est la Legacy. Ah oui. Alors, au départ, j'étais pas très chaud, mais je suis quand même. J'avais dit à ma femme, si on peut gagner un go and see trip to Japan, c'est déjà ça de prix. Ouais, c'est une expérience incroyable, le Japon. Et puis j'ai eu une première interview avec ces gens de Subaru à Paris, et qui s'était très très bien passé. Et après, ils avaient organisé une autre interview à Londres, et ils pensaient que je pourrais leur faire déjà quelques croquis de leur futur legacy, alors que je travaillais encore chez Mercedes. Ah oui. Alors j'ai fait croire. Et quand je suis arrivé à Londres, j'avais un gros portfolio avec moi, et on commence à parler avec le chercheur de tête, et puis ces gens de Subaru, directeur technique, etc. Et puis, ils attendaient avec impatience que je leur montre des dessins, et à un moment donné, j'ouvre le portfolio et il était vide. Oh, mais vide. Tonnerre. Ouais. J'avais un culot à l'époque incroyable. Et alors, ils étaient choqués, ils avaient perdu la face, et je leur ai dit, je crois que vous avez cherché à me tester sur ma loyauté. J'aurais ouvert la porte de sortie en leur disant, je travaille encore pour chez Mercedes, et tant que je suis chez Mercedes, tout ce que je fais, c'est secret, et ça sera pareil si je travaille pour vous. Wow, quel coup de génie, hein. Alors là, coup de génie. Le soir, alors en sortant de la réunion, le chercheur de tête me prend dans ses bras et dit, ça y est. J'avais vu un truc pareil. Non, mais un coup incroyable. J'avais gagné mon voyage au Japon. Wow. Go and see trip. Donc, on y est allé avec mon épouse pendant une dizaine de jours. On a été évidemment très séduits, très bien reçus. Et puis, on a mis au point un contrat qui était très, 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 très intéressant. Et j'ai donc quitté Mercedes en juin 89. Juin 89. Oui. Et Sako, évidemment, a été très déçu. Mais j'ai dit à Sako, ce n'est qu'une expérience que vous pourrez peut-être récupérer dans le futur. C'est que 3 ans de contrat. Ça lui est resté dans la tête. Ah oui. Et effectivement, après les 3 ans de travail chez Subaru, qui sont avérés être un succès, puisque la voiture a eu un très grand succès. C'est la voiture qui a sauvé Subaru du déficit. Hein. Est-ce que c'était à l'époque où ils ont fait les 4 motrices Oui. Vous étiez déjà vous connaissez du monde en Allemagne. Est-ce que
La Audi Quattro, c'était pas quand même une idée piquée de Subaru, Ferdinand Piège. Peut-être. Peut-être, oui, parce que Subaru, il faisait très longtemps qu'il faisait des 4 roues motrices, oui. C'est le Et pays. moi, j'ai fait venir, comme ils avaient un moteur boxer à 4 roues motrices, j'ai fait venir Rushka à Subaru de temps en temps comme consultant pour conseiller des ingénieurs japonais. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'ils ont leur fierté, mais ça s'est quand même bien passé. Et la voiture, effectivement, elle a eu un succès dingue parce qu'elle s'est vendue partout. Peut-être moins en France parce qu'ils n'avaient pas tellement de réseau en France, mais en Suisse, en Allemagne et autres, et surtout aux États-Unis, la version Outback, tout ça, ça a été un grand succès. Et c'est ce qui a sauvé la firme. Ouais. On avait aussi, à l'époque, il y avait des droits de douane qui étaient très très élevés pour les Japonais pour qu'ils puissent pas vendre ici. Oui, mais ils avaient des usines aux États-Unis. Non, mais aux États-Unis, c'était pas comme en Europe. À l'époque, c'était compliqué pour eux de s'installer en Europe, alors qu'aux États-Unis, ils étaient déjà installés. Oui, exact. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Subaru, quand j'ai fini la voiture, ils savaient pas que la voiture aurait du succès. Donc, ils étaient très méfiants, et quand il était question de renouveler ou pas mon contrat, ils me proposaient une solution intermédiaire de consulting. Et je dis non, moi ça m'intéresse pas. Soit je reste chez vous, ou je m'en vais. Et entre-temps, je prends un peu d'avance et je fais une proposition à Bruno Sacco d'installer un design center au Japon pour Mercedes. Et comme j'étais pas sûr qu'ils disent oui, j'ai fait la même proposition à Piège. Et la même proposition à Wrightsley de BMW. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les trois ont dit oui. Oui. Avec votre expérience. Mais Sacco a réagi le plus vite possible. Et comme je m'entendais bien avec lui et que je pensais que je lui devais quelque chose, j'ai fait avec Mercedes. Voilà. Donc on a installé le bureau entre 92 et 93. Et quand on l'a inauguré, il m'a invité avec ma famille à aller au concours d'élégance de Pebble Beach en Californie pour l'annoncer officiellement. Et c'est là, en me baladant au milieu de toutes ces superbes voitures exposées d'antan, que je me suis dit, mais c'est incroyable. On a toutes ces technologies aujourd'hui, on fait des voitures qui se ressemblent, alors qu'autrefois... Déjà à l'époque, 93, déjà, vous dites. Ouais. Et on a toutes ces belles formes faites à la main. Et je dis, c'est là qu'il faut vraiment une voiture super luxe chez Mercedes à nouveau, parce que sinon on va se faire distancer. Enfin, il y a quelque chose à faire. Et puis il faut dire aussi que quand on est au Japon, on vit dans un environnement très sophistiqué. Et j'allais aussi déjà en Chine un petit peu, et la Chine était en train de se réveiller. Donc je me doutais bien que ça allait bouger là-bas. Et le Japon était déjà un des meilleurs marchés pour Mercedes à l'époque. Hein. C'est pour ça qu'il y a que d'AMG chez eux. Exactement. Et peut-être aussi, j'avais mis mon hypothèse, c'était parce qu'il y avait à l'époque la LS400 qui voulait venir grignoter dans le marché de la S-Class. Je me dis, peut-être Mercedes a envoyé tous les meilleures versions de la classe S au Japon, dans le pays de Lexus. Peut-être. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est un petit peu, quand j'ai vendu l'idée de la Maybach, ça a été pas facile, hein, parce que ils étaient encore sous le traumatisme de la S-Class qui s'était mal vendue en Allemagne. Donc, refaire une voiture de luxe, c'était... Après, si on revient sur les chiffres de la 140, elle s'est mal vendue peut-être en Allemagne, mais si on voit le chiffre annuel, c'est carrément le même chiffre que celle d'avant ou celle... Oui, voilà, oui. Mais ils espéraient plus, peut-être. Ils espéraient peut-être plus. Mais... Avec le contexte actuel, les contextes des années 90, le mur de Berlin, il y avait aussi, on commençait à voir les lois, pollution, consommation. D'ailleurs, est-ce que vous étiez là, la présentation 91, mars 91, au Salon de Genève, quand vous avez présenté la S-Class? Je crois pas, je me souviens pas d'y être allé. Parce que
J'étais 91, j'étais encore chez Subaru, je crois. Et très occupé avec la Legacy, ouais. Je crois pas y être allé. Pourtant, je voyageais beaucoup entre l'Europe et le Japon, mais je me souviens pas y être allé. Mais bref, ce concours de Pebble Beach, c'est ce qui m'a donné l'idée de refaire une voiture de luxe pour Mercedes. Et à l'époque, on pensait pas au nom Maybach, hein. On l'appelait projet Diamant. Alors, quand j'ai proposé l'idée à Pebble Beach à Sako, il m'a dit non, ces temps-là sont révolus. Et un an plus tard, on se retrouve en Californie dans le bureau de design américain de Mercedes à Newport Beach, que Gerhard Stein gérait. Et Sako vient vers moi et me dit, je me suis trompé, Olivier, effectivement, il faut commencer ce genre de projet. Ah. Incroyable, hein? Incroyable, hein? Ouais, mais c'est très rare de la part d'un patron d'admettre ses erreurs. Donc on a commencé le projet et ça a été un peu lent au départ parce que il y avait beaucoup de résistance encore à l'intérieur de Mercedes et puis il faut comprendre aussi que ils étaient en train de mettre au point la classe A et la Smart. Ouais. Et ils se sont trouvés un peu sous le feu des critiques parce que les gens disaient ben non, mais ça c'est pas pour Mercedes, des petites voitures, ça va abîmer l'image, etc., etc. Et c'est là que au salon de Détroit 97, oui c'est ça, j'ai fait une présentation de nos maquettes avec nos concurrents américains, de ce que pourrait être la Maybach, mais sur la base de la 220. Ah oui, d'accord, déjà 97, il y a déjà le châssis de prêt de la 220. Oui, pour la 220, oui. Mais on s'est aperçu que très vite que c'était trop petit. Nos amis américains, mais eux, ils s'étaient foutus, ils n'avaient rien à faire, ils avaient fait un gros truc. Le seul problème, c'est que leurs voitures, elles avaient un côté rétro. Ah oui. Et Sako grâce à lui, nous a redonné une chance, et surtout que c'est moi qui avais eu l'idée de faire ce produit. Donc je suis retourné au Japon avec mon numéro 2, là, Bank Björkborn, et on a retaillé une maquette sur la plateforme plus large de la 140, qui était la seule grosse plateforme. Ah ouais. Voilà, qui restait. Et même si elle était âgée, il fallait la remettre au goût du jour, etc. Donc, on a utilisé la plateforme de la 140 pour faire la Maybach. Voilà. Et on a taillé une maquette en 15 jours, peinte et tout. On l'a réexpédiée en Italie, là où on devait faire les maquettes grandeur nature et prototypes. Et ça c'était là, je crois, parce que j'avais déjà vu quelques photos. Stola, oui. Stola, ouais. Oui, Stola. Et on a eu que 6 mois pour tout faire, hein. Wow. Ce qui est très court. Parce que très très court. C'est très très court pour des voitures de cette taille. Parce que ce sont des prototypes roulants, hein. C'est pas. Ah oui, il y avait déjà, je crois, il y avait déjà le V12 à l'intérieur de la S-Class. Oui, avec compresseur, oui. Et alors. Avec compresseur. Alors, pendant le développement de la Maybach, j'avais dit aux ingénieurs allemands, mais écoutez, on peut peut-être avoir plus qu'un V12. Ah, on me dit, non, Olivier, occupe-toi de tes fesses. Un V12 avec compresseur, ça va, etc. Eh ben, figurez-vous. Et le jour où j'ai présenté la voiture à Tokyo, il y a Ferdinand Piège qui vient sur le stand, qui vient vers moi, et je lui demande s'il veut s'asseoir dans l'auto. Il me dit non. Et il me demande combien de cylindres a cette voiture. Je dis merde. Et je lui dis tout penaud, je lui dis 12. Il me dit c'est pas assez. et quelques années plus tard, même quelle pas. Quelle phrase. Il a mis 16 cylindres dans la Bugatti. il est même allé plus loin. Il a mis le W18. C'est un prototype. Ouais. Incroyable. Cette phrase, elle me donne les larmes aux yeux. C'est des phrases que l'on n'entendra plus jamais. Un constructeur dit, V12, c'est pas suffisant. Et il avait raison, parce que, allô? Oui? En fait, quand on joue la démesure, il faut la jouer à fond. Bah oui.
Eh ben, figurez-vous, Parce que les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas de limite pour ça. figurez-vous que Mercedes, lorsque lui avez posé, vous leur avez dit que le V12 c'était pas assez et qu'ils vont voir ce qu'ils vont. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 2 ans, ils ont sorti un plan comme quoi ils avaient déjà commencé à travailler sur un W18. Oui, Ah ouais. W18, 8 litres. Ouais. C'est un plan qu'ils l'ont sorti, qu'ils l'ont désarchivé. Et effectivement, ils voulaient faire une sorte de... Alors, soit peut-être pour la Mercedes, ou soit peut-être qu'ils l'ont prévu pour la Maybach, mais voilà, c'est un projet qui l'ont sorti récemment, hein, c'est pas 3 ans. Ouais. Et c'est à la même époque, pendant que je dessinais la Maybach, j'avais dessiné aussi la nouvelle Gullwing. Ah oui. Ouais. Qui est sortie beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc, parce que pour moi, il y avait la voiture qui est conduite par chauffeur et la voiture qu'on conduit soi-même le week-end, qui était la Gullwing. Voilà. Et quand j'ai voulu la faire, ils m'ont dit non, j'avais déjà fait la Maybach, et Pfeiffer surtout s'y est opposé. Et quand il est rentré à Stuttgart, il a fait la SLR. Ah oui, là c'est le même... Mais qui est une voiture, à mon avis, qui est ratée, qui est moche, et qui s'est mal vendue d'ailleurs. Hein. Et même la Gullwing n'a pas eu de succès parce qu'elle est trop grosse, elle a des grosses portes papillons énormes, elle a perdu le charme des vrais Gullwing. Mais revenons sur Maybach, il n'y avait pas l'histoire qui voulait l'appeler que Mercedes, vous voulez peut-être l'appeler que Mercedes et peut-être... Oui, alors, quand on a à un mois avant le salon de Tokyo où on a présenté le prototype Maybach, on n'avait pas de nom. Et le marketing de Mercedes est venu avec cette idée de l'appeler Maybach. Alors j'étais un peu déçu parce que je me dis, mais Maybach, d'abord je connaissais mal Maybach et je n'étais pas sûr d'avoir fait une vraie Maybach. Et alors par contre, ça c'est magique. Quand j'ai présenté la voiture au salon de Tokyo, elle s'appelait Maybach, il y avait toujours quand même le signe Mercedes en haut de la calandre, parce que c'était trop tard quand ils l'ont dit, la calandre avait un côté Mercedes encore. Mais Madame Schmidt-Maybach, la descendante de la famille Maybach, m'a offert un livre. Elle était là à la présentation, elle avait été invitée. Elle m'a offert un livre dans lequel on trouve un prototype de Maybach de 1935 carrossé par Spohn, qui a curieusement les mêmes lignes à l'ancienne, mais les mêmes lignes, les mêmes équipements de ce que nous, on venait de faire. Incroyable. Quelle coïncidence. C'était une coïncidence. Wow. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis, sans le vouloir, on a fait une Maybach. Une vraie Maybach. Comme quoi, c'est incroyable. Et ça, c'est parce que j'avais réussi à impliquer tout mon staff dans le monde du luxe, à leur faire comprendre ce que c'est que le luxe, qu'est-ce que les gens riches attendent, etc., au niveau confort, équipement, etc. Et c'est exactement ce qu'on retrouve au niveau, dans ce prototype Spohn, qui a disparu d'ailleurs, mais on retrouve des photos. Ah, oui. Il y avait un toit ouvrant, il y avait aussi des coffrets derrière les sièges, comme nous on a fait, les sièges pouvaient s'allonger derrière, enfin, tout, incroyable. Et on avait exactement cette espèce de ligne qui sépare les couleurs, là, sur les flancs. Ah oui, ça c'est très beau. Ouais. On le trouve sur ce prototype de Spohn. Incroyable. Ouais. Donc ça, c'est une chose que... Et alors, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus ça. Sur les Maybach, ce sont des Mercedes rebadgés Maybach, hein, c'est tout. Hein. Tout ça effectivement... non, c'est parce que quand j'ai voulu faire la remplaçante en 2007, j'avais fait une très très belle maquette en 2007, j'étais à Tokyo à ce moment-là, mais le successeur de Sako, Pfeiffer, était très jaloux que je sois le père de la première Maybach. Il n'a jamais encaissé ça. Et il a dit non, c'est trop tôt. Et après, c'était trop tard. Il ne restait plus que prendre une S-Class, l'allonger, trifouiller l'intérieur, un peu de finition, mettre un badge Maybach dessus. Ouais. Donc, vous parliez de AMG tout à l'heure. Ce qui est curieux dans le groupe Mercedes, c'est que AMG est devenu une marque, alors que c'était
tuning company. Ils fabriquent leur propre voiture. Oui, voilà. Et Maybach, qui était une marque de voiture, est devenue une tuning company de luxe. C'est ridicule. On a un croisé comme ça. Ça prouve le problème culturel qu'il y a en ce moment dans la direction générale Mercedes. Et ça s'est produit sous Dr. Sechet. D'accord. Ouais, c'est un peu triste. Mais c'est triste, oui, c'est triste. C'est un très gros problème. Après, si j'ai envie de comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il fallait renouveler rapidement. On peut pas rester avec un modèle. Surtout aujourd'hui, on renouvelle tellement. Mais si on regarde 98, Rolls-Royce a été vendu, a été racheté par BMW. Et Bentley par Volkswagen. Et si on voit ce que c'est aujourd'hui, ben en fait, c'est bien joli d'avoir une photo, mais tout l'intérieur, c'est une série 7. Et pareil pour Bentley. Donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, Mercedes pouvait se permettre de faire une marque avec un châssis, des motorisations, et la S-Class à côté? Ça peut, je sais pas. Non. En fait, il faut savoir, dans l'histoire de Maybach, qu'il y a pas mal de Maybach qui ont été faites aussi en collaboration avec Mercedes. Mais elles avaient le nom Maybach, elles avaient l'esthétique Maybach, etc. Aujourd'hui, on peut faire la même chose. On peut utiliser les châssis Mercedes, on peut utiliser les moteurs, etc. Et on rebadge. Et moi, j'avais une philosophie aussi à l'intérieur de la Maybach, c'est que tout ce qui est switches, tous les interrupteurs, tout ça, ça disparaît. On appuie, ça s'ouvre et on y accède et ça redisparaît. Parce que, et c'est malheureusement dans la série finale, en 2001 ou 2002, quand ils ont produit la Maybach de série, on voit qu'ils ont réemprunté des interrupteurs de S-Class. Et ça, c'est pas bon dans le visuel. Parce que quand un gars paye 500 000 € ou plus pour acheter une Maybach, il veut pas qu'elle ressemble à une S-Class. Non. Bien sûr. Et ça, c'est encore un problème culturel. Quand on avait fait la Subaru Legacy, on avait emprunté beaucoup d'interrupteurs de Nissan comme support, mais j'avais une philosophie qui était très claire. Tout ce qui est caché, on récupère de Nissan. Tout ce qui est visible, on le redessine. Et ça a fonctionné. D'accord. C'est fou. C'est tout simple. Donc on peut quand même faire des économies d'échelle sans altérer l'esthétique. Et vous avez fait deux versions, la 6 mètres 20 quand même. Oui, alors ça, avec le temps, j'y ai bien réfléchi. Ouais. Pendant qu'on faisait le développement de cette voiture, il y avait des ingénieurs qui disaient qu'il faut absolument qu'il y ait un mur de séparation entre le chauffeur et les passagers arrière. Et ils étaient aussi obsédés avec ce siège arrière. Moi, dans le prototype Maybach, j'avais fait des sièges qui s'inclinent comme un petit peu dans un business class. Mais eux voulaient que ça soit à 180 Carrément, degrés. Ouais. Alors, 180 degrés, ça veut dire qu'on a un empattement très très long. Mais avec Bruno Sacco, on n'était pas pour. Il disait de toute façon, si on est allongé à 180 degrés à l'intérieur d'une Maybach, c'est comme si on vous amenait à l'hôpital. C'est ridicule parce que ce sont des taxis de luxe. Ça, c'est pas. On voit rarement une Maybach sur l'autoroute. Surtout, c'est pas pratique aujourd'hui. Aujourd'hui. 6 mètres 20 à Paris ou Dubaï ou en Chine, etc. C'est pas vraiment pratique. Non, c'est inutile. Donc c'est ce qu'on appelle l'Uber-engineering en allemand, c'est-à-dire un excès d'engineering qui ne servait à rien. Mais quand on a fait le prototype, je me souviens, ils se battaient, etc. Et moi, je suis allé voir professeur Hubert, qui était le patron de Mercedes à l'époque, et je lui ai dit, écoutez, ou on fait une belle voiture, ou on présente qu'un mur de séparation. Il m'a regardé et il a annulé le mur de séparation, tout au moins pour le prototype. Mais c'est qu'après, quand ils ont voulu lancer la voiture de série, ils ont voulu réinsister, et ils ont fait 2 versions. En fait, ils ont fait une grosse connerie. Parce que, comme je disais, le siège en 180 degrés, c'est archi inutile. L'incliner comme en business class, dans ce cas-là, au lieu de faire 2 voitures, ils auraient pu choisir un empattement
qui permettait un bon confort à l'intérieur et en option un mur de séparation, oui ou non. Ils auraient fait des économies d'enfer. Ils l'ont pas fait. Et ça, c'est un peu la bêtise allemande qui ressort de ces gens qui croient toujours avoir raison et en fait, ils ont mal calculé leurs coûts. Après, ils ont aussi pris des méthodes industrielles de fabrication qui sont beaucoup plus pour les productions de masse, alors qu'une voiture comme ça, on fait beaucoup à la main. Hein. On sent que vous êtes un peu triste de voir, mais ce qu'on peut en tirer... Oui, d'un côté, je suis très fier d'avoir lancé ce produit, parce que c'est quand même justement la voiture qui a réveillé le monde du luxe. C'est ça ce que j'allais dire en fait, c'est grâce à Maybach pour moi, ou le Exactement. début des voitures ultra luxe, parce que à l'époque il n'y avait plus rien. Justement, quand quand je faisais ma présentation à Détroit pour convaincre la direction de faire ce genre de voiture, j'avais fait un tableau où je montrais Rolls-Royce qui était stagnant, Bentley qui était stagnant, Maserati n'était plus là, Bugatti n'était plus là, et par contre on voyait Lexus, Acura qui montait, Infiniti qui montait, et je dis si nous on réagit pas, ils vont nous manger. Et ça fait un déclic. Et là-dessus, j'avais rajouté une autre stratégie. J'avais dit, vous allez lancer la Smart et la classe A, vous êtes sous critique, mais si vous tirez vers le haut en même temps, si vous tirez sur le haut en même temps, vous allez rééquilibrer l'opinion publique. Et j'ai eu raison, parce que le jour même où j'ai présenté la Maybach, la classe A a eu ce Elch test où elle s'est cassée la figure. Ah! Aïe, 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 aïe. Donc j'avais raison. Donc grâce à la Maybach, j'ai divisé la presse en deux, ceux qui sont occupés de la classe A et ceux qui sont occupés de la Maybach. Ça c'est faux. Ça c'est incroyable. Et peu après la présentation de la Maybach, effectivement, il y a eu la bagarre BMW Volkswagen pour savoir qui rachetait Rolls-Royce, qui rachetait Bentley. J'ai l'impression aussi que c'est quand même la S-Class qui a vraiment mis le coup de massue à Rolls et Bentley parce qu'elles étaient très vieillissantes avec leur look carré. Les équipements qui tenaient plus au goût du jour et la S-Class a quand même parce que déjà à la fin de la S-Class 98 Rolls-Royce et Bentley ils étaient en vente ça y est. Oui, c'est ça. Et ça les a réveillés. Alors par contre, une fois qu'ils ont racheté leur marque, ils ont quand même beaucoup de travail. Ils ont bossé. Ils ont bossé. Ils ont foncé, dans certains pays, il y a eu et c'est là que Mercedes a endormi Maybach. Et quand j'avais proposé de refaire un nouveau modèle en 2007, ils auraient dû le faire. Bon, là ça fait déjà 1 heure qu'on parle, je ne vais pas vous retenir encore longtemps, c'est vraiment passionnant. Allô? Oui, je vous écoute, j'étais en train de recharger mon téléphone. Ah oui, oui, en plus de ça, donc... Non, c'est bon. Juste une seconde. Donc là, on va passer à quelques petites questions et après on clôturera parce que déjà 1 heure, merci déjà de nous accorder. Peut-être qu'on fera une autre, parce que c'est très passionnant. Peut-être qu'on en fera une autre. Parce que tellement passionnant. À ce propos, j'ai écrit 2 articles. Oui. D'un journal, il faudra que je vous les envoie, c'est en anglais, ça vous va? Oui. J'ai 2 articles, un qui vient de paraître dans un automagazine classique, c'est en Pologne. Toute l'histoire de la C140 et de la C140 et la S-Class et de la Maybach. Ça j'aimerais bien voir ça, ça top. Donc je vous enverrai les copies. Merci beaucoup. Par mail. Non, c'est très passionnant, franchement. C'est en anglais. Et eux, ils ont fait la traduction mot pour mot, paraît-il, en polonais. Alors, on va passer aux questions-réponses, si vous... Oui. Alors, j'ai Geoffroy. Donc, Geoffroy, il dit...
Est-ce que vous trouvez pas que la berline, la C100, la berline 140 était trop haute? Donc déjà pour dire ça, parce que il y avait en 2007, Bruno Sacco a fait une interview lorsque je crois il était rentré au musée de New York, un musée très célèbre. Oui. Et il a fait une interview, on a passé toute sa carrière, etc. Et à la fin, il a dit est-ce qu'il y a un modèle où vous trouvez que il y a quelque chose qui vous plaît pas? Bon, il a cherché, il a dit non, toutes mes voitures que j'ai signées sont bien. Bon, s'il faut vraiment dire quelque chose, je trouve que la 140 est trop haute, je crois d'un pouce ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc vous, est-ce que vous trouvez que c'est trop haute ou? Il a peut-être un peu raison. Ouais. Parce que il y avait parfois des exigences d'ingénieurs pour les auteurs de chapeaux, tout ça. Ah bah ça, c'est une anecdote incroyable. Apparemment, Peter Wolfgang, je crois, il est rentré avec son chapeau et il a dit non, il faut me relever ça. Est-ce que ça, cette anecdote est vraie? Peut-être que... Je sais pas, mais c'est possible. Mais il faut dire qu'aussi à l'époque, ils auraient dû penser que les gens portaient moins en moins de chapeaux. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on le voit sur mon Alpha Touring Spider. Quand je mets la capote, elle est moins belle parce que la capote est trop haute. Trop haute. À cause de cette garde au toit du chapeau. Regardez ton képi. Ah oui, pourquoi il n'y a pas eu de... Ça, c'est Samy. Pourquoi il n'y a pas eu de 140 en cabriolet? De C140 en cabriolet parce que je pense qu'à l'époque, ils avaient la SL et ça leur suffisait. Ça leur suffisait? Ouais, je pense, ouais. Alors, j'ai David qui dit pourquoi le GPS, parce que vous savez, au 97, je crois, quand vous avez présenté la Maybach, il y avait aussi une S-Class avec des GPS en écran couleur, très beau, très joli, uniquement pour le marché japonais, et nous, on avait droit que petits postes moches en pixels. Ouais. Ça, je pense que c'est des problèmes de marketing interne. Hein. D'accord. Il faut comprendre que dans les firmes, il y a toujours des espèces de lobbies d'un marché à l'autre, et il y en a qui arrivent toujours à pousser plus fort que d'autres, voilà. Et je pense que c'est la raison derrière. Je pense aussi parce que la Lexus LS, elle était quand même avec les petits gadgets, et les Japonais ils adorent ça. Ils étaient en avance. Exact. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est que des écrans partout et des boutons partout et sur leur bagnole. Hein. Mais c'est plus vraiment le même plaisir de conduire. C'est une autre façon d'utiliser le véhicule. En fait, les Chinois, conduire, eux, c'est pas comme nous, on aime. Hein. C'est autre chose. Hein. Alors, j'ai Alex. Alors, Alex, il m'a posé plusieurs questions. Je vais essayer de le résumer. Est-ce que vous pensez que vous avez participé à créer une légende? Parce que la W140 aujourd'hui, le 140 aujourd'hui, c'est la voiture, là. Surtout la classe S, c'est la plus populaire de toutes aujourd'hui. Il suffit de voir les réseaux sociaux, etc., les clubs qui ont été créés. Est-ce qu'à l'époque, vous avez pensé que celle-ci, elle ira loin ou... Non, on est trop jeune pour penser à ça. C'est comme la Maybach. Non, aussi, j'étais dans mon truc, mais il y a qu'avec le temps qu'on se rend compte qu'effectivement, ces voitures ont marqué leur temps, ou pas. Et c'est, en toute modestie, oui, on le sait pas. On le sait pas. On essaye de faire son travail au mieux, mais il y a des voitures qui seront légendes. Moi, je pense que la première CLS que mon copain Arkady Pan a faite sera une légende. La première CLS, c'est une très belle voiture. CLS. Aujourd'hui, malheureusement, je trouve que la première, je l'adore personnellement. La première, oui. La première, parce que je trouve qu'elle est magnifique, elle est bien faite, oui, etc. Elle est pure. Elle est pure, et malheureusement, elle n'arrive pas à sortir du lot de voitures de qu'on collectionne, etc. Ça va venir. Il y en a une autre qui sortira du lot, c'est la SLK, la deuxième génération. Avec le magnifique nez. Oui. C'est nous qui l'avons faite à Tokyo. Ah, c'est vous. Oh, chapeau. Oui. Parce que intérieur et extérieur, hein. Je vais sortir. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le SLK. J'ai fait la première et la 3e génération. J'attends de faire
La deuxième, je l'adore. Elle a un très La bon nez deuxième F1. c'est une super bagnole. Mm. Ouais. Alors, Ça et la CLS sont les dernières Mercedes que j'aime bien. mm. Alors, il a dit quelles sont les trois choses que vous aimez le plus et les moins sur les deux que vous avez décidé. D'une certaine, c'est un peu difficile à dire. Ouais. J'aurais aimé, c'est vrai que j'aurais aimé l'affiner encore un peu plus. D'accord. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que la S-Class est une voiture qui doit avoir un côté souverain. C'est très difficile de doser les choses sur ce genre de voiture, en fait. Hein. Et je pense que oui, enfin non. Là, ce que j'aime bien, c'est que j'avais mis des grosses roues, effectivement. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ensuite. J'aurais aimé. C'est un peu difficile à dire, hein, parce que j'aime beaucoup le coupé. Le coupé est plus fin, et surtout quand il a des bonnes roues. Hein. Oui. Bah, ça a été bien. Beaucoup de personnes ont pris le coupé avec les gens 18. Hein. Ouais. Ah oui, même 20, j'ai vu. Ah oui, alors, d'où vient le fait qu'elle soit aussi massive par rapport à sa devancière? Je pense qu'on a déjà... Bon, ben, déjà, quand on regarde, c'est un phénomène qui est courant d'ailleurs. Prenez une Golf. Vous vous souvenez de la première Golf? Oh, elle était... ouais. Toute petite. Regardez la dernière. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est plutôt la Polo qui a repris le dessus, même la Up. OK? Donc, il y a toujours eu ce souci, quand on changeait de modèle, de les agrandir. Et peut-être qu'avec la V140, ils ont touché le plafond et ils sont revenus à la 220 et ils l'ont amaigri un peu trop vite, celle-là, par contre. La 220, oui, je pense que... Et ils se sont rattrapés très vite avec la 221 parce que, initialement, maintenant... C'est moi qui avais fait le package, le package de la 221. Ah ouais. Oui. Et pour retrouver justement les bonnes proportions de la voiture. Par contre, l'esthétique, non. L'esthétique, c'est avec ses ailes bananes. Vous l'aimez pas? Ah non, je trouve ça atroce. D'accord. Ouais. C'était sous Pfeiffer et j'ai dit non, ça, ce sont des thèmes qu'on utilise pour des tout-terrains, mais pas pour une S-Class. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'arrière, il est pas... J'ai pas compris pourquoi l'arrière, ils ont un peu piqué sur la Maybach, mais avec l'arrière un peu plus incliné comme ça, mais les passages de roues avec ces espèces de bananes sur les ailes, oui, ça va pas du tout pour une S-Class, c'est un peu ridicule. Une autre question, on va prendre une autre question d'Eric. Bah, je pense qu'il dit que, bon, pareil, hein, toujours le revient, qu'est-ce que vous aimez le plus, ça, vous avez répondu. Est-ce que à sa sortie, elle était la meilleure voiture de production à sa sortie en 91? Dans l'ensemble du marché? Oh, je pense que oui, quand même, ils avaient le haut du pavé, là. Ils ont envoyé lourd. Oui, ils ont envoyé lourd, ouais. Oui, quand même, ouais. Ils aiment bien envoyer lourd, les Allemands. Ah, je pense que là, ils ont tapé vraiment très fort. Samy, il a dit, alors, le regret sur la 140, je pense que vous avez répondu, vous avez dit que vous aurez aimé l'affiner. Après, j'ai beaucoup de questions. Ah oui, j'ai une question sur Maybach, ça c'est Fabien. Où est passé le prototype de la Maybach 62? Plutôt de la 57. C'est quand vous avez fait la 57, c'est pas la 62, ouais. Non, j'ai fait les deux, mais enfin le prototype lui-même, à mon avis, il est caché quelque part dans un garage chez Mercedes à Stuttgart. Ça c'est triste parce qu'en fait même BM vient de sortir un V16 prototype de la E38 qui n'a été jamais vu auparavant. Récemment,
Ça sortira sans doute un jour. Ils ont, d'après ce que j'ai les recherches, ils ont 5 V16 S-Class. Ouais. Mais moi, j'avais fait un dessin une fois, ça m'avait fait rire. Je m'occupais du studio avancé de Mercedes à Stuttgart après la Maybach. Et j'étais revenu et j'avais fait vous connaissez la F400? Ah oui. C'est un de mes derniers prototypes chez Mercedes, ça aussi, avant de passer chez Mitsubishi, parce qu'il m'avait ensuite renvoyé au Japon pour être le patron du design de Mitsubishi, hein, du temps de l'alliance Mercedes. La F400, ouais. D'ailleurs, on la voit au musée. Oui, voilà. Et cette voiture, Ralph Lauren l'adore. Ah, Ralph Lauren, wow. Ouais, il me dit ça, c'est une Mercedes. Et elle avait un côté un peu Batman, mais c'était normal parce que elle avait les roues qui s'inclinaient comme les motos. Ouais. Et qu'au freinage, ça allait comme ça. Et alors, j'avais dessiné tout en fonction de l'inclinaison des roues pour que les flancs s'harmonisent avec l'inclinaison des roues. Ça aurait bien marché, hein. Si j'avais mis des flancs droits, ça aurait fait bizarre quand les roues s'affaissaient. On aurait dit, tiens, elle perd ses roues, etc. Donc, elle avait un côté entre la moto et la voiture. Et c'est une voiture qui annonçait beaucoup de choses. Regardez la forme de la calandre avant. Bah, c'est la SLK deuxième génération. Avec, Oui, voilà. Non, mais même la calandre en bas. Ah oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Il y a que ça. Elle vient s'écarter parce que je m'étais un peu inspiré de la Panamera, de Panamérica, et je me souviens, cette chez m'avait dit, c'est pas Mercedes. Et aujourd'hui, ils ont que ça. Il y a que ça aujourd'hui, oui, effectivement. Effectivement. Et certes, c'est une voiture, quand je l'ai faite, la F400, j'avais dit aux ingénieurs, voyez ça, c'est le jouet de quelqu'un qui a une Maybach. Il a son chauffeur pendant la semaine et le week-end, il se marre avec ça. Et ça les a inspirés. Ça nous a permis de faire une super bagnole qui a eu un succès fou quand on l'a montrée à Tokyo. Oui. Et Ralph Lauren voulait en acheter une. Seulement, voilà, il n'a eu qu'un prototype. Il l'aurait acheté d'emblée. Ah bah, oui, je pense que c'est sympa à voir. Ouais. Donc, après, dernière question. Il a dit qu'ils vous ont offert une voiture, une Mercedes, après votre départ de Mercedes. Est-ce qu'ils ont offert une Mercedes comme Bruno Sacco, je crois qu'il a eu la C126, je crois. Moi, je n'ai jamais eu une Mercedes. Ah, jamais on m'a jamais offert de Mercedes. D'accord. Bon. Il devrait même offrir une Maybach. Ah oui. Mais je pense que c'est pas pratique. Par contre, il y a, je sais pas si c'est vous, mais il y a un coupé Maybach. Il y a eu un coupé Maybach. Oui, il y a un Suisse qui avait cherché à faire un coupé Maybach, ouais. Mais elle existe. Elle existe vraiment. Hein. Mais sur la base de la 57? Sur la base de la 57, elle existe. Je crois qu'il y a 2 personnalités qui l'ont. Je crois que si je me trompe pas, je crois que c'est l'ancien président de la Tunisie. Je crois qu'on avait un coupé. Ah bon. Je sais pas. Elle existe. Hein. J'ai des photos de. Alors, j'ai jamais vu qu'elle a été vendue. Est-ce que c'était quelqu'un qui a repris? Ouais. Ou qu'il l'a fait transformer, il a acheté une Maybach. Oui, c'est 2 portes. C'est possible. Je crois que c'était un ingénieur suisse qui avait fait ça, non? C'était en Suisse. Il me semble que c'était en Suisse. Mais j'ai jamais su qu'il l'avait vendu et fabriqué à 1 ou 2 exemplaires. Ça, je savais pas. Alors, vous savez, Mercedes, à l'époque, avec AMG, ils ont fait des choses, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un coupé, enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est un S-Class break, avec le devant d'un coupé. Ça, c'est le Sultan de Brunei. Il a acheté toujours des choses qui sont incroyables chez eux. Moi, alors justement, quand je développais cette F400, un jour, je m'étais amusé à faire un sketch, je vous l'enverrai d'ailleurs, d'une voiture inspirée des speedboats, avec 24 cylindres. Wow! Ça, c'est fou, ça. Et alors, je me souviens, il y avait un des directeurs de recherche de Mercedes qui rentre dans le studio. Il est resté 10 minutes devant le dessin. Salut là. Il était facile. Ça, c'est une belle époque. Bon, 24 cylindres, voilà.
On va conclure, donc je pense qu'on a fait le tour. Il y a juste une petite anecdote que j'avais lue. Apparemment, Serge Pininfarina a trouvé la S-Class cool. Ah oui, bien sûr. Bon. Oui, bien sûr. Elle sortait de l'ordinaire. Elle sortait de l'ordinaire, effectivement. Oui, parce qu'il faut quand même regarder ça. Bon, on n'aime pas, mais à partir du moment où on a atteint justement cette frontière du j'aime ou j'aime pas, c'est qu'on a bousculé les règles. Et donc, on a produit quelque chose qui fait réfléchir les gens. Vous vous souvenez de Chris Bangle quand il a fait la série 5 de BMW? La série 7, je crois. 7. Et aussi la série 5. La série 5. La série 5, je trouve qu'elle est réussie. Je l'aime bien. Elle est réussie, mais elle a eu beaucoup de critiques au départ. Mais la 7, je suis navré, elle est affreuse. Oui, mais là, il l'avait reprise dans un contexte elle était déjà très avancée, la voiture. Il l'a assumé, il l'a assumé. Mais la 5, elle est beaucoup plus Chris. Et moi, je la trouve encore très moderne aujourd'hui. Oui, je l'aime bien. Pour moi, c'est la dernière plus belle. Par contre, la E65, la série 7, il nous a fait une 140, hein, mais 10 ans en retard, hein, c'est, wow. Oui, alors ça, c'est un problème chez BMW, et il y a un problème à la fois chez Mercedes, chez BMW. Vous avez Mercedes qui est le complexe de la sportivité de BMW, et BMW qui est le complexe de la souveraineté de Mercedes. Donc, ils se croisent. Et là, quand on voit les dernières BMW, sont des tanks, c'est moche. Ça ne correspond aucunement à la philosophie de base de BMW, qui était de faire des limousines élégantes et sportives. Alors que Mercedes... 007, moi je l'appelle l'esprit 007, avec la E38, qui était magnifique. Et Mercedes, c'était plutôt, on le voit très bien avec la 126, qui est une très belle S-Class de Bruno Sacco, c'est la force tranquille. Et quand je me souviens en Allemagne, je voyais toujours une S-Class sur la file de gauche qui passait royalement et une série 7 qui cherchait toujours à lui gratter le derrière. Mais c'était typiquement ça. Mais on avait deux philosophies qui passaient sur la route comme ça et très distinctes. Et aujourd'hui, ils se mélangent. C'est triste. Bon. Et là aussi, il y a un problème culturel chez BM. Bon, on va conclure. Est-ce que vous avez un petit mot pour notre club? Déjà... Eh bien, continuez. Continuez à fouiller les histoires, les archives, etc. Parce que même moi, j'en apprends avec vous. Et c'est fort intéressant. Et c'est très intéressant de voir que, justement, je parlais de ce magazine polonais qui s'intéresse de très près à ces histoires de C140 et de W140 et de Maybach. Et vous voyez qu'avec le temps, ces voitures, finalement, les gens commencent à s'y intéresser à nouveau. Et il y a certainement une raison derrière tout ça. Donc, en fait, pourquoi la 140 parce qu'elle a une histoire un peu intéressante et riche. On peut passer des heures à parler de ce qui s'est passé entre BM, entre W18, les motorisations, les coupés, qu'est-ce qui s'est passé, LS, le Japon, ce que les autres n'ont pas comme histoire à raconter. Oui, bien sûr. Mais aussi, c'est une époque où, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'à l'époque, les gens qui dirigeaient la firme et les designers, les ingénieurs, ils respectaient beaucoup plus la philosophie de base de la firme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se regarde en chien de faïence et essaye de se copier. C'est triste. Et effectivement, c'était encore une époque assez fabuleuse de ce côté-là, où ils avaient confiance dans leur vision, dans leur projet, etc. Aujourd'hui, on n'a pas cette impression. On a l'impression qu'ils sont tous en train de se copier les uns les autres. Est-ce que vous avez un petit mot pour les jeunes pour s'intéresser un peu à l'automobile? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un déclin viscéral. C'est le digital qui
qui fout tout en l'air. Hein. On le voit aujourd'hui, ils passent des heures et des heures derrière leurs écrans. Ils veulent protéger l'environnement qu'ils regardent même pas parce qu'ils sont toujours derrière l'écran. C'est quand même assez curieux comme éducation et mentalité. Maintenant, c'est bien de critiquer la voiture, mais tout le monde aime bien l'utiliser. Hein. On voit bien Anne Hidalgo qui arrête pas de critiquer la voiture à Paris. Ben, la prochaine fois, il faudra tout lui faire à pied, même pour aller à l'aéroport. Hein, y compris se baigner dans la Seine. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour s'intéresser? Ben, je pense que déjà, ils pourraient réapprendre à conduire aussi des voitures un peu anciennes pour retrouver le plaisir de conduire. Et je le vois, mon fils, j'ai un fils qui a 31 ans. Quand il conduit une voiture d'aujourd'hui, il la conduit mal en fait. Mais par contre, quand il monte dans l'Alfa ou dans la Lancia, on voit qu'il reprend un certain plaisir, un certain respect. Donc ces voitures, quelque part, elles dégagent quelque chose d'autre. Hein. C'est bizarre, mais ils sont plus intéressés à les conduire. Moi, je pense que les voitures aujourd'hui sont pas intéressantes à conduire. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'émotion, il y a des écrans partout. On stresse assez vite parce qu'il y a des alarmes qui gueulent toutes les 5 minutes parce qu'on est sorti de là, on va trop vite. Cette surassistance nous empêche d'avoir du plaisir de conduire. Ah non, c'est... Ouais. Et c'est à eux de voir, mais enfin bon. Et puis ensuite, peut-être que le permis de conduire est trop cher. Ça aussi, c'est un frein. C'est un frein. Bon. Écoutez, franchement, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Hein, c'est... De rien. On va passer 1h20, 1h30 quand même. Le temps passe tellement vite. Donc, nous, je vous ai déjà présenté, on a déjà échangé. On a un club jeune, 2.0. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout. On a un club d'entraide. Vraiment, on se prend pas la tête. On s'entraide, on parle pas d'argent ici. On fait un road trip par contre une fois par an. Ah, c'est cool. Une fois par an, on fait un petit road trip. Voilà, on n'est pas avec les autres clubs ou autres, on est autonome, indépendant. C'est ce que j'ai voulu moi, et c'est ce qui fait notre force. Et ça marche. Vous êtes combien dans le club? Là, on est déjà sur le groupe. Il y a 2400 quand même. Ah oui. Oui, c'est bien. Donc, c'est ce que je voulais vraiment faire. L'entraide et la passion. Et vous conduisez quoi alors? Alors, moi, j'ai un V12 600 SEL, une bleue Pacifique, qui m'a été d'ailleurs offerte par quelqu'un parce qu'il n'arrivait plus avec des problèmes de santé. Il ne pouvait plus l'entretenir, malheureusement. Une S-Class, hein? Une S-Class, une S-Class. Il m'a appelé, il m'a dit Younes, il n'y a pas la personne qui va prendre soin de ma voiture que toi. Donc, ça, c'est un geste que je trouve incroyable. Et ça, c'est grâce à ce club. Ouais, c'est bien. Ouais. Je me retrouve avec une voiture extraordinaire, avec intérieur velours gris. Ouais. Mais la première que j'ai, moi, c'est la F350. C'est une diesel que j'ai depuis 11 ans. Déjà. Oh là. Ouais, bien. Elle a 538 000 km, elle est encore une horloge. Et celle-ci, Mercedes, je suis carrément le premier en Europe. Ils me l'ont certifié à 500 000 km. Ah ouais. Ils m'ont donné un badge avec un diplôme qu'on peut voir ici. Ah, c'est cool. Et ça, je trouve... moi, cette voiture, je l'adore parce que déjà, le prestige qu'elle a, le respect qu'elle a... Elle est très imposante, elle inspire le respect lorsqu'on la voit, elle est majestueuse. Et surtout, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai jamais tombé en panne. Rien. Je faisais 1000 km avec par semaine. Et j'ai jamais eu de soucis. Ouais, et surtout, lorsqu'on fait 1000 km ou 1200 km, à la fin du trajet, on n'est pas fatigué. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc on va clôturer. Est-ce que vous voulez, c'est une proposition, hein, d'être le symbole,
je sais pas comment on appelle ça, le président d'honneur de notre club. Comme vous voulez, mais c'est-à-dire que je suis rarement disponible. Ah bah ça c'est symbolique. C'est symbolique. Oui, symbolique. Oui, voilà. Symbolique. On aimerait bien un jour que vous veniez avec nous pour vous voir, je sais pas, faire un rassemblement. Vous êtes où? À Troyes. À Troyes. Ah d'accord. Si vous passez par là ou si un jour on peut se retrouver avec les passionnés, discuter avec vous, ça serait vraiment un plaisir, un honneur. Oui, d'accord. Ben, on ne sait jamais. Hein. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire des choses sur votre école, sur le projet Ben, l'école, c'est comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est en stand-by. Hein. Il n'y a rien qui avance. Okay. J'ai peur que ça ne voit pas le jour parce qu'il faut vraiment des gens qui aillent de l'avant et qui fassent le nécessaire. Nous, on avait fait notre partie et l'autre, s'il ne veut pas faire les démarches, on n'y peut rien. Hein. Ok. Donc, on verra. Bah, en tout cas, on se tient au courant et si jamais il y a des choses qui bougent, avec grand plaisir. Monsieur Olivier Boulet, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, merci. Et ben, bonjour à tout le monde dans le club. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Okay. Au revoir. Au revoir. Bon les amis, l'interview est terminée. Franchement, c'était vraiment très passionnant. Franchement, j'ai pas vu le temps passer et c'est incroyable. J'ai vraiment plein d'émotions. J'ai les larmes aux yeux. Vraiment, c'est parce que c'est une époque qu'on ne vivra plus jamais. Et lui, il était dans le cœur de ces belles histoires. C'est vraiment passionnant. J'ai vraiment passé un agréable moment. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on refasse une autre comme ça parce que ça, c'est juste une petite partie de son histoire. Son histoire, elle est très riche. Après Mercedes, qui s'est passé Mitsubishi, plein d'anecdotes. Donc, si vous voulez, je peux lui demander de faire une autre interview. Et si vous avez des questions que j'ai pas pu poser, s'il y a des choses que vous vouliez qu'on le fasse un jour, peut-être. Hein. Donc, franchement, merci vraiment à lui. Hein. Et surtout, les amis, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous en commentaire. Une chose très simple, juste le remercier pour cet entretien déjà. Et c'est un privilège pour nous de le avoir. Il ne fait jamais d'interview carrément. Et vraiment, n'hésitez pas en commentaire de le remercier, c'est tout. Le remercier pour cette interview et pour tout ce qu'il a fait pour la patiente. C'est juste incroyable et c'est vraiment passionnant et il y a encore plein d'émotions, c'est juste incroyable. Comme à chaque fois les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut.